Mais d'abord, l'information qui a saisi le monde entier hier, c'est Donald Trump qui fait enlever le président vénézuélien dans la nuit de vendredi à samedi. Bonjour Michel Goya. Bonjour Elisabeth. Merci beaucoup d'être avec nous, colonel, consultant militaire de LCI. Le militaire que vous êtes a sans doute une appréciation très précise, peut-être très admirative, peut-être critique de ce qui s'est passé, encore une fois, la nuit de vendredi à samedi. Je voudrais qu'on regarde ensemble les dernières images que nous avons reçues de l'opération américaine. C'est l'arrivée sur le tarmac à New York du président Maduro. On ne voit pas ici son épouse, Cilia Flores, qui a été enlevée de la même manière et au même moment dans le palais présidentiel par les Américains. Il est sur le tarmac et il est ensuite conduit, vous allez le voir, dans les locaux de l'agence fédérale antidrogue. Alors les images vont arriver et vous allez l'écouter, vous allez l'entendre. Le président Maduro. Bonsoir. Bonsoir et bonne année. Voilà. C'est proprement sidérant, cette image, ce son, ce président qui a été enlevé, traîné de force hors de sa chambre par les forces américaines et qui, oserais-je dire, se paye le luxe, ou en tout cas se tient droit et dit bonsoir et bonne année aux agents américains qui l'amènent et qui le croisent. Nous sommes avec Alexandre Sulzer. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes du service politique du Parisien, merci d'être avec nous. Et Arlette Chabot, éditorialiste TF1 LCI, qui va vous poser la première question sur l'opération. Arlette, bonjour. Bonjour, bonjour colonel. Hier, dans sa conférence de presse, Donald Trump a bien sûr vanté cette opération et elle est réussie. Effectivement, il dit que c'est le plus grand assaut depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que, alors juste ou pas juste, est-ce que la vraie question est de savoir si seuls les Américains sont capables, l'armée américaine, l'État américain, d'organiser une opération de ce type et de cette ampleur et à réussir? Alors sur l'emphase de Donald Trump sur cette opération, bon c'est du Trump, hein, les Américains, oui. Pour ne parler que des Américains, ils ont lancé des milliers d'opérations militaires depuis 1945, dont certaines beaucoup plus importantes et beaucoup plus spectaculaires même que ça. Pour répondre à votre question précisément, en réalité, vous savez, les Israéliens encore très récemment ont mené toute une série d'opérations d'élimination de dirigeants iraniens, tout à fait là aussi spectaculaires et très audacieuse. Les services, les forces spéciales et les services secrets français seraient capables aussi de faire des opérations spectaculaires. Donc c'est une opération complexe, techniquement, hein, qui n'est pas très originale en soi. Hein, on va peut-être en reparler, mais la vraie originalité... Quand même pour l'organiser. Oui, non, bien sûr. Non, encore une fois, c'est une opération complexe. Il faut... Réussi. Oui, non, mais techniquement, c'est tout à fait remarquable. Je disais le militaire que vous êtes quand même. Oui, non, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut un long travail déjà de renseignement. Il faut faire ce qu'on appelle un plan de ciblage de toutes les défenses qu'il y a autour du palais présidentiel pour pouvoir y accéder. Ciblage de cibles plus. Mais ciblage, c'est-à-dire que c'est des cibles. On fait une collection de cibles à éliminer ou à tirer. Voilà, donc on fait un grand plan et on dit voilà lorsqu'on va déclencher l'opération, voilà ce qu'on va détruire, neutraliser, etc. Et voilà ce qu'on va essayer de capturer. Alors il y a des cibles fixes, des cibles un peu plus mobiles comme Maduro. Et puis une fois que l'opération est lancée, vous nettoyez le terrain. Alors c'est fait à l'américaine, hein, c'est-à-dire que c'est pas non plus extraordinairement subtil. C'est-à-dire qu'on va écraser toutes les défenses qui sont tout autour du palais présidentiel, les neutraliser, des cyberattaques, etc. Et puis ensuite arriver directement par une opération héliportée, donc des hélicoptères qui partent du bâtiment Iwo Jima dans la mer Caraïbe, qui vont à proximité du palais présidentiel, un assaut est donné, et Maduro est capturé. Comme si vous y étiez là, hein, Michel Goya. Oui, non, mais je vois très bien comment ça s'est passé. J'avais déjà décrit cette opération possible il y a 2 mois sur cette chaîne. Hein. Vu le nombre d'aéronefs impliqués, un nombre très important d'aéronefs, de drones, d'hélicoptères. Ça, c'est le côté américain, oui, effectivement. Est-ce que sur une opération de ce type, commando, il y a déjà eu une opération d'une telle ampleur en termes d'engagement numérique ?
Écoutez, on fait référence. L'opération qui ressemble le plus, c'est évidemment l'opération de capture de Manuel Noriega au Panama, où il y avait une opération militaire, d'ailleurs de beaucoup plus grande ampleur, avec des forces terrestres qui étaient allées sur place. Il n'avait pas capturé à ce moment-là, il s'est rendu plus tard. Oui, il a été assiégé, et puis il s'est rendu un peu plus tard, mais le principe était fondamentalement le même. C'est une opération qui était de beaucoup plus grande ampleur. Voilà, vous avez d'autres opérations qui ont échoué, mais bon, aussi, parce que, encore une fois, c'est la vraie difficulté, c'est arriver sur l'individu lui-même. Donc, savoir où il est. Et moi, ce qui me frappe dans cette opération, c'est l'extraordinaire facilité en fait avec laquelle ils l'ont capturé, c'est-à-dire ou inversement la faiblesse de sa protection sur place. Il y a un informateur, il y a quelqu'un qui a visiblement, il y a une somme même qui a été évoquée, qui était promise d'ailleurs de récompense. Lui, sa tête était mise à prix 50 millions de dollars, ce qui peut effectivement susciter des vocations. Mais je vais dire, quand on voit la suite des événements, et notamment les déclarations de Donald Trump par la suite, où finalement il dit que il n'est pas question de changer le régime. C'est pas un changement de régime, c'est un accommodement, c'est un arrangement avec un régime en réalité. Et on se demande même si, je ne suis pas complotiste, mais s'il n'y a pas eu complicité interne dans le régime pour une sorte de deal en disant, écoutez, voilà, on lâche Maduro, et puis en échange, voilà. Ils auraient acheté les fidèles de Maduro. Oui. Pour pouvoir ensuite l'exfiltrer de cette façon-là, aussi facilement. Pour vous, c'est possible. Mais il y a certainement, oui, dans tous les cas de figure, il y a certainement une complicité intérieure. De toute façon, il y en a toujours dans ces cas-là. Pas forcément. Si vous avez un bon système d'écoute, par exemple, vous pourrez arriver à suivre précisément où se trouve la cible. Mais c'est évidemment mieux si vous avez quelqu'un à côté qui vous renseigne en direct. On a compris que c'était aussi une manière de mettre en garde un certain nombre de pays. Par exemple, il a déjà dit, Donald Trump, en parlant du président colombien qui devrait faire attention à ses fesses, je cite, le secrétaire d'État, Marco Rubio, lui vise plutôt Cuba, c'est son histoire personnelle. Il dit aussi qu'il serait inquiet si c'était à la place du président cubain. Ça veut dire que d'autres opérations peuvent être menées ou sont même déjà envisagées, selon vous? Oui, mais il faut bien comprendre que désormais, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de contraintes pour Donald Trump. En gros, il fait ce qu'il veut. Ce qui est le caractère le plus intéressant dans cette opération militaire, c'est son caractère hybride. Et ça, c'est un peu nouveau. C'est-à-dire que c'est à la fois... C'est une opération militaire ou c'est une guerre? Non, c'est surtout, est-ce que c'est une opération de police ou est-ce que c'est une guerre? C'est une opération de police. Voilà, mais c'est les deux. C'est ça qui est très important. Normalement, vous avez deux emplois possibles de la force légitime, c'est la police ou la guerre, qui ont chacun leur cadre précis, leur cadre juridique, légal, les contraintes particulières dans l'emploi de la force qui sont différentes. Là, concrètement, dans cette opération au Venezuela, Donald Trump pouvait difficilement la qualifier de guerre. Il n'a pas le droit de lancer... dans le droit américain, il ne pouvait pas utiliser la force pour déclencher une guerre de sa propre initiative contre le Venezuela. Et de même en droit international, c'était difficile d'invoquer une menace imminente et urgente de la Venezuela sur les États-Unis. Donc, on a fait de la police. Transformer une opération de police contre le trafic, le narcotrafic. Donc on a chargé Maduro avec non sans raison, non sans argument, d'être à la tête d'un réseau de trafic. Mais le problème d'une opération de police, c'est qu'il y a quand même beaucoup de contraintes sur l'emploi de la force. Vous ne tuez pas les gens comme ça a priori. Vous les arrêtez et puis, vous établissez des preuves, des éléments de preuve, vous les arrêtez, etc. Vous ne flinguez pas des narcotrafiquants a priori. Et donc l'idée, c'est de dire, on va faire de la police, mais avec des méthodes de guerre. Où là, il y a d'autres contraintes, mais c'est beaucoup plus facile d'utiliser la force. Et donc, comment on fait? C'est simple. Vous prenez le qualificatif terroriste et vous l'appliquez à ces gens-là. Et donc, vous inventez un concept, le narcoterrorisme. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais ça vous permet, notamment dans le cadre américain, d'utiliser ce qu'on appelle l'autorisation du Congrès, la UMF, de 2001, autorisant le président des États-Unis à lutter contre Al-Qaïda et ses affiliés, par extension contre les groupes terroristes. Et à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça donne la légitimité vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, c'est très bancal. Ça ne va pas tenir la route très longtemps s'il y avait vraiment des gens aux États-Unis qui s'inquiétaient de la légalité de toute cette affaire. Mais voilà, c'est l'habillage. Et on aboutit à une opération qui est à la fois police et guerre. Ça, c'est un peu nouveau.
c'est pas complètement nouveau, mais c'est très américain. Là, vous voyez, autour de Maduro, vous avez des gens de la DEA, vous n'avez pas de l'agence antidrogue, vous n'avez pas des militaires qui sont autour. Ça, c'est le délinquant. Vous imaginez changer de régime à Cuba, c'est pas revenir à la baie des cochons 1961, mais ça n'avait pas marché. Est-ce qu'on peut imaginer demain une opération pour renverser le régime cubain ? Oui. Ben oui, à partir de là, vous le qualifiez de terroriste, vous trouvez quelque chose. Militairement, c'est compliqué quand même, Cuba, non ? Pas forcément, non, mais c'est pas plus compliqué que... sachant que, encore une fois, on pourrait parler de la Colombie aussi. Après tout, vous savez, le Venezuela, en réalité, c'est pas un grand producteur de cocaïne. Ils y sont mis très récemment, ils doivent produire 100 tonnes de cocaïne par an. La Colombie, c'est 2500. Donc si vous voulez dire... le Mexique aussi, le narcotrafic. Ou le Mexique, voilà. Non, mais à partir de là, si vous dites, voilà, on s'attaque à tous les pays où on produit de la drogue, c'est open bar. Oui, mais Michel Goya, Arlette rappelait que hier, le Cuba a été quand même désigné. Et puis on a l'idée que le Groenland aussi est convoité par Donald Trump. Donc maintenant qu'il a créé un précédent, vous nous l'avez bien expliqué. Non, mais c'est ça vraiment le caractère géostratégique assez nouveau, c'est qu'il peut tout faire. Voilà, il peut tout faire. Personne n'empêchera Trump de décider qu'il peut changer un régime quelque part. Voilà, a priori, il trouve le bon prétexte et puis c'est possible. Vous savez, ça me rappelle un peu le moment où on avait désigné, les Américains ont désigné l'axe du mal. On était dans un autre contexte et on avait dit une liste de pays, voilà, qui avant était qualifié. Ronald Reagan parlait des États voyous. Voilà, ce qui encore une fois criminalise aussi la chose. Et donc là, on a un nouvel axe du mal qui est désigné par Donald Trump et qui correspond aussi, alors c'est moins idéologique, c'est beaucoup plus économique, très dans la bouche de Trump. Vous pensez que c'est ça le mobile ? Oui, il y a de ça. C'est pétrole ? Oui, il y a de ça, oui, certainement. Vous savez, là, ce qui est très intéressant, c'est effectivement, ce sont les déclarations de Donald Trump à la suite de cette opération. Il ne qualifie pas, il a très peu parlé, il n'a pas parlé des opposants au régime, il n'a pas parlé de démocratie, il n'a pas dit qu'on allait renverser le régime, on a dit on va gérer le Venezuela. Et il est très probable que, et c'est ça le vrai souci, le vrai drame, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant. Pour Maduro, son sort est scellé, ça c'est clair. Passer sa vie. Maintenant, quel est le sort du Venezuela ? C'est-à-dire que le régime, il est toujours en place, le régime chaviste est toujours en place, et si ce régime, si Delcy Rodriguez, qui est la vice-présidente qui assume le pouvoir pour l'instant, fait un deal avec les États-Unis en disant ok, voilà, on revient, on accepte le retour des compagnies pétrolières américaines qui avaient été spoliées sans ménagement et sans indemnité. On accepte le retour, vous reprenez une partie de contrôle du pétrole. Que va dire Trump ? Vous avez dit, il va dire banco. Alexandre ? Vous avez dit que c'est présenté comme une opération de police, mais avec des moyens militaires. Pour revenir sur la façon, justement, dont ça s'est déroulé, le détail de l'opération, les moyens militaires, le chef d'état-major américain, hier, lors de sa conférence de presse, a dit que l'armée américaine avait neutralisé en amont de l'opération les moyens de défense vénézuéliens. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est uniquement des bombardements ciblés ou est-ce que c'est aussi des moyens électroniques pour empêcher les systèmes de fonctionner ? C'est un mélange de tout ça. En réalité, c'est tout ce qui est utilisable pour essayer de neutraliser ces défenses. Alors, ces défenses, ce qui est intéressant, c'est que ces défenses, notamment les défenses antiaériennes, c'est-à-dire, globalement, c'est une opération aéroportée que vous lancez depuis le porte-hélicoptère d'assaut, l'Iwo Jima, qui va aller sur le palais présidentiel. Donc, il faut nettoyer tout le couloir pour y parvenir, tout le passage. Donc, on prend toutes les défenses antiaériennes, qui sont russes, d'ailleurs, qui sont d'ailleurs au passage pratiquement ce qui se fait, c'est normalement, techniquement, c'est assez sophistiqué. Maintenant, c'est servi par une armée vénézuélienne qui est quand même un peu à la ramasse, un peu à la dérive et qui ne sait pas forcément utiliser au mieux tous ces instruments. Donc ça, on le neutralise par cyberattaque si possible. On rajoute quelques frappes ciblées sur des éléments, sur les radars, sur un certain nombre de choses, et on ouvre un couloir de passage. On a frappé aussi, les Américains ont aussi frappé les casernes qui étaient à proximité, donc pour neutraliser toute intervention
possible des forces terrestres à proximité. Bien sûr, tout ça se fait au milieu de la nuit. On coupe l'électricité, etc. Et donc, on ouvre un couloir de passage à des hélicoptères. Les hélicoptères, c'est assez fragile en réalité, dès que vous approchez de l'objectif. Donc voilà, on neutralise tout ce qui pourrait en gros les abattre. Malgré tout, il y en a eu un qui a été touché en tout cas. Il y a au moins un blessé du côté américain, peut-être deux. Mais voilà, c'est vulnérable. Donc on nettoie tout ce qu'il y a autour et puis on amène les hélicoptères sur place. Sur place, dans ces hélicoptères, il y avait le commando Delta, c'est les forces spéciales de l'armée de terre américaine, de l'US Army, c'est le mieux, avec les Navy SEALs, les commandos marines numéro 6, et avec d'autres peut-être forces, des Marines, parce que sur le Iwo Jima, vous aviez un bataillon de Marines américains. Sur le navire, oui. Oui, voilà. Et qui ont peut-être bouclé la zone, et puis après, là, vous faites la pénétration à l'intérieur du palais. C'est la phase évidemment la plus délicate, c'est-à-dire que si le palais est vraiment tenu, s'il y a des gardes du corps partout, vous devez combattre, vous devez y aller par la force, en évitant que Maduro, la cible en tout cas, s'exfiltre. Et ça s'est passé très facilement. Et revenons à la suite. Alors maintenant, vous le disiez vous-même, Donald Trump a annoncé vouloir gérer le pays. Est-ce que, à votre avis, il a dans l'idée d'envoyer des troupes au sol ? Apparemment, il ne l'exclut pas. Dans ses propos, il dit il ne l'exclut pas du tout. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Peut-être lui-même ne sait pas très bien ce que ça veut dire envoyer des troupes au sol. Est-ce que là, il considère qu'il a envoyé des troupes au sol en envoyant un commando et des Marines sur le terrain ? Est-ce que il s'agira de sécuriser un certain nombre de points particuliers, notamment économiques. C'est un grand pays, c'est 2 fois la France. Oui. Mais alors voilà. Techniquement, militairement, ça, c'est possible ? Ça dépend ce que vous voulez faire en réalité. Est-ce qu'il s'agit de faire quelque chose à l'irakienne ou comme en Afghanistan, c'est-à-dire que vous allez occuper le pays? Il a dit on va gérer le Venezuela. Oui. Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi On le contrôle. Ça veut dire quoi On contrôle. Si on le contrôlait, il faut y aller. Il faut y aller massivement. Il faut tenir le terrain. Chose que Donald Trump avait totalement exclue dans tous ses 2 mandats. Et dans ce cas-là, oui, il faut déployer beaucoup de troupes si on veut contrôler un pays comme le Venezuela. Ou est-ce que, ponctuellement, on va envoyer des troupes, soit pour contrôler strictement le gouvernement, le régime lui-même, éventuellement le frapper à nouveau s'il n'est pas aussi docile que c'est ce qu'il a envisagé. A priori, on va plutôt dans ce sens, Donc, en gros, il dit on n'exclut pas. Ça veut dire, je pense, on n'exclut pas d'employer à nouveau la force si le régime en cours ne nous obéit pas. Arlette. Quand même, l'administration par les États-Unis, vous parliez effectivement de l'Irak, c'était pas une grande réussite, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était très compliqué avec une espèce de consul, gouverneur militaire, un général qui arrive et qui dirige le pays. Ça suppose effectivement que les Américains vont chercher sans doute peut-être à s'entendre avec le pouvoir, ce que vous évoquez, la vice-présidente qui reste en place. Ça éviterait qu'il y ait une résistance intérieure. C'est ça l'idée, au fond. Oui, c'est ça. Alors d'abord, rappelons que le pouvoir, effectivement, il est toujours en place, que l'armée est toujours sous contrôle, elle est déployée sur le terrain. Les forces armées bolivariennes, elles sont sur le terrain, ce sont elles qui, pour l'instant, contrôlent le pays. C'est-à-dire Maduro est parti, mais pour le reste, rien n'a changé. Il n'y a pas non plus, on n'assiste pas à des manifestations dans les rues. L'opposition, elle est toujours marginalisée, toujours à l'étranger. Elle était même marginalisée par Donald Trump hier. Il a à peine évoqué ou voire même un petit peu mis de côté, notamment Machado, en disant elle n'a aucune légitimité, etc. Donc ça, c'est la première option. Enfin, en fait, il y a 2 options. Soit on fait un changement de régime, effectivement, on dégage tous les chavistes du pouvoir et logiquement, on amène l'opposition, et notamment l'opposition légitime, élue. Monsieur Ouriata, en l'occurrence, qui a été reconnu par les États-Unis comme vainqueur. 2024. C'était la solution au Panama. C'est ce qui s'est passé au Panama. Noriega a été éliminé et c'est son opposant, qui lui-même avait été élu précédemment, qui a pris le pouvoir. Ça s'est passé relativement assez bien. Soit cette solution, soit on maintient le régime en place.
et on obtient sa soumission d'une certaine façon et on s'accommode avec lui. Et ça semble s'orienter vers ça. Toute possibilité d'insurrection ou d'attaque de troupes, de militaires américains, qui seraient là peut-être d'ailleurs pour sécuriser les champs pétroliers, les installations pétrolières, évidemment, exactement. Si les Américains reviennent. Exactement, c'est-à-dire que Donald Trump a beaucoup plus parlé de pétrole et d'argent que de démocratie dans son discours. Donc, encore une fois, si le nouveau régime, quelle qu'en soit sa forme, enfin les chavistes, pour le dire simplement, disent Donald Trump, ok, d'accord, vous avez gagné. Qu'est-ce que vous voulez ? On capitule devant vous, mais vous nous maintenez au pouvoir. Et là, Donald Trump va dire, ok, d'accord, on revient, pétrole pour nous, et dans ce cas-là, on va vous sécuriser, même peut-être vous, et on va en tout cas sécuriser les intérêts américains. Nous, les Européens, on regarde ? Oui, on regarde. On regarde et on fait rien ? On peut rien faire ? On n'a rien à faire ? D'abord, oui, on n'a rien fait. Non seulement on n'a rien fait, mais on n'a même pas. Enfin, les réactions sont quand même assez soft, on va dire. Cette opération militaire, elle est. Alors, il faut le dire complètement, elle est complètement illégale de la part en termes de droit international, c'est illégal. Alors, en gros, vous avez deux logiques qui s'affrontent en disant oui, attention, le droit international, ce qui est fait, c'est illégal, tant pis. On s'accommode finalement avec les dictatures, et puis, mais le plus important, c'est le maintien du droit international. Sinon, c'est le chaos, sinon, c'est la loi du plus fort. Et puis, il y a ceux qui disent il faut être réaliste, tant pis. Et puis, exit Maduro, tant mieux. Comme Emmanuel Macron. Comme le président de la République. Oui. Ça vous dérange ? Il aurait dû être plus clair sur le respect du droit international ? Oui, je pense. Oui, incontestablement. À cet égard, le ministre des Affaires étrangères était peut-être un peu plus clair. En 2003, quand les Américains envisagent de changer le régime en Irak et d'éliminer Saddam Hussein, on s'y oppose. On s'y oppose fermement au nom du droit international. Et là, on s'oppose à rien du tout. Dernière question. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ce qui se passe au Venezuela pour Vladimir Poutine ? C'est peut-être plutôt une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que c'est aussi un constat un peu d'impuissance. C'est-à-dire que Maduro tout le régime était un allié de la Russie et de la Chine. Il faut peut-être encore plus de la Chine d'ailleurs, concrètement. Et la Russie n'a pu rien faire pour empêcher son départ. Parce qu'elle n'avait pas non plus les moyens, mais Donald Trump s'attaque à son allié vénézuélien, il s'attaque, ou au moins verbalement, mais déjà physiquement, à l'Iran, notre allié des États-Unis, de la Russie, et la Russie ne bouge pas. Donc c'est aussi un peu un constat d'impuissance. Alors soit un constat d'impuissance, soit un constat d'un état de fait, et on revient à cette politique des zones d'influence en disant, écoutez, voilà, bon, ok, d'accord, le Venezuela, c'est la zone des États-Unis, et en échange, vous nous foutez la paix sur notre périphérie, notamment en Ukraine. Passionnant. Pour conclure, on est le 4 janvier 2026. La planète est plus sûre ou moins sûre depuis 24 heures ? Elle est, je pense, un peu moins sûre en réalité. C'est-à-dire que, mais on est en fait, ça fait 10 ans qu'on est rentré un peu dans cette nouvelle ère stratégique. Les aires stratégiques, ça dure 10 ans, 20 ans, 30 ans à peu près. Et donc ça suite souvent à des bouleversements politiques internes dans certains pays, et qui aboutissent à un nouvel ordre international, nouvelle règle du jeu international. Ça fait depuis 10 ans que ça y est, le Conseil de sécurité des Nations Unies est paralysé, qu'il n'y a plus et que c'est le retour des puissances qui font un peu ce qu'elles veulent. C'est le retour à l'emploi de la force de manière spectaculaire. Oui, spectaculaire, et en réalité sans aucune limite. Voilà, on en a encore pour certainement 10, 20 ans comme ça. Merci pour cette analyse éclairante et les explications que vous avez données, Michel Goya. On vous retrouvera très vite sur l'antenne, j'espère.